balade. La Méridienne. Allez, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jean Ducreux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, touche à tout, vous avez fait énormément de choses différentes dans votre vie. Et vous êtes notamment l'auteur, et c'est pour ça qu'on vous appelle aujourd'hui, d'une série de livres qui s'appelle Le Moineau de Bellecour. Et le dernier tome est sorti récemment, et il s'appelle Beauleg. Il y a un personnage qu'on croise dans le livre qui a vendu une start-up et qui s'est installé à l'étranger. Ça m'a fait penser un petit peu à vous, qui avez eu une start-up et qui l'avait vendue. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un clin d'œil à votre parcours ? Oui, mais c'est vrai que j'ai eu une start-up aux États-Unis, mais je parle pour l'étranger, mais effectivement, j'ai eu une start-up en France, oui, spécialisée dans l'informatique, rééditeur de logiciels informatiques, grand public. Et c'est vrai que j'ai une expérience dans ce domaine-là, mais je l'ai pas beaucoup utilisé dans ce roman, puisque là, en fait, il s'agit d'une start-up établie, une e-start-up, c'est-à-dire une e-société installée dans les pays baltes. Et c'est un truc qui existe vraiment. Hein. J'ai fait beaucoup de recherches pour ce bouquin en particulier, pour tous mes bouquins en général. Et effectivement, ça existe. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir une société, par exemple en Estonie, avoir une résidence légale, une résidence fiscale légale, même si on n'est pas sur place, en Estonie, payer simplement 10% de taxes sur les entreprises, d'impôts sur les entreprises localement, et puis être complètement exonéré de l'impôt sur le revenu en tant qu'individu. D'accord. Donc c'est vrai que ce sont des choses. Je me suis même abonné à un fil sur X, Twitter, où il était question de ces nomades. C'est-à-dire qu'il y a des gens manifestement qui parcourent la planète et tout en étant résidents estoniens. Et donc ça leur permet de vivre à leur rythme. Il faut que ce soit une activité qui soit complètement en rapport avec leur nomadisme en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'on peut faire des tas de choses aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire hier ou avant-hier. Bon, il va falloir qu'on parle un petit peu du moineau, parce que les auditeurs doivent se demander pourquoi est-ce qu'on parle d'entreprise en Estonie. Oui, alors c'est complètement abscon, puisqu'en fait, donc le moineau, le titre, je l'ai intitulé Beau lait. Parce qu'on peut dire legs ou bien lait. Donc beau lait parce que c'est à la fois beau et moche, quoi. Ouais. Et alors rappelons déjà peut-être qui est le moineau, qui est ce personnage. Ah d'accord, alors le moineau de Bellecour est un détective privé installé sur la place Bellecour. Il a pignon sur rue au 24 place Bellecour, et avant la première aventure ou enquête, est spécialisé dans l'adultère. Et donc il a l'habitude de photographier les gens et de les voir de loin. Avec sa première enquête, donc qui s'appelle Salsa Picante, il recherche les coupables pour un crime de sang. Et à partir de là, le moineau découvre la vie, se coltine la vie, avec toutes les difficultés que ça peut impliquer, notamment par exemple sur son intégrité physique, c'est-à-dire qu'il ramasse des coups, et qui est plutôt non violent. Et dans Beauleg, le dernier et le quatrième, ça va même beaucoup plus loin parce qu'il atterrit à l'hôpital. Je vous laisse la surprise. Oui, on sent que sa vie est menacée dans Beauleg. Il s'appelle Nacho Obispo de son vrai nom. Alors, il a un nom qui est beaucoup plus long que ça. J'ai retenu que Nacho Obispo, Fidalgo y Gorrión. Et Gorrión signifie moineau en espagnol. Il a une femme, 6 enfants. Je crois qu'il en a 7. Là, vous déflorez le sujet. Alors. Oui, effectivement, au début de Beauleg, son épouse l'informe qu'elle est enceinte. Oui, c'est ça. Donc arrive le 7e enfant, et facteur aggravant, ils ont aussi un chien, un petit chihuahua qui s'appelle El Gato, et que tout le monde considère comme le énième enfant de la fratrie, quoi. Ok, c'est lui le 7e enfant Et il y a un autre personnage Il y a un autre personnage de sa famille qui est très présent sans lettres, c'est le grand-père qui apparaît dans des souvenirs et de citations surtout.
C'est quoi l'inspiration de ce personnage? Écoutez, alors là, je crois qu'effectivement, on met beaucoup de soi dans des romans. Et moi, j'avais une quasi-adoration pour mon grand-père paternel, qui a compté plus comme guide pour moi dans la vie, peut-être, que mon propre père, qui était un petit peu trop copain. Si je veux dire, c'était pas un père-père, c'était plutôt un père-copain, avec lequel il faisait toujours bon rigoler. C'est lui, quand même, qui m'a donné ce sens de l'humour qu'on peut retrouver dans nos bouquins, je pense. Ouais. Le grand-père, lui, était une figure, j'aurais fait une figure tutélaire, dans le roman, dans les romans. Mais c'était un guide spirituel, un guide c'est la moral. Sagesse, la sagesse des anciens. Et donc, effectivement, ce grand-père républicain, mon propre grand-père votait PSU, donc à l'époque, c'est une bonne indication de l'humaniste qu'il était, quoi. Et donc j'ai gardé tout ça pour le roman, oui. Cette figure tutélaire. Il y a quand même un autre intérêt aussi. C'est que, j'ai habité rue Victor Hugo quelques années quand même, hein, et je me suis trouvé, moi, fils et petit-fils de paysans, dans un monde bourgeois dans lequel je n'ai pas forcément à l'aise. J'ai toujours eu du mal à décoder les codes sociaux. Et je reste observateur. Et l'intérêt d'avoir un étranger qui s'appelle Nacho Obispo, c'est-à-dire quelqu'un qui est une pièce rapportée, qui n'appartient pas à ENA ici, bien, permet un regard critique sur ce qu'il voit. C'est-à-dire que son épouse est complètement immergée dans le milieu sociétal et lui-même, il n'a pas de en côté. tant que roturier et étranger, eh bien, peut se permettre des choses qu'un Français ne verrait pas forcément. Il a du recul sur ce qui l'entoure. Et, oui, c'est ça. Et donc, on a dressé un petit peu le portrait de ce personnage. On a déjà pu suivre ses aventures dans 3 romans. Donc, vous en avez cité un, Salsa Picante. Il y a eu Tirage Gagnant et Astro Ghost, qui se passe dans le monde du basket de l'Asvel à Lyon. Oui, c'est-à-dire dans Astro Ghost, Nacho se trouve en espion, infiltré au siège de l'Asvel. Bon, ça donne une enquête un petit peu encore plus loufoque que d'habitude, puisque intervient un véritable fantôme là-dedans. Ouais. Le fantôme de l'Astrobal. Voilà. Et il y a ce 4e livre qui est sorti récemment qui s'appelle Bollé. Comment est-ce qu'on peut parler de l'histoire? Il ne faut pas trop en dire. Comment est-ce qu'on peut donner le synopsis? Dans Bollé, on demande au moineau de retrouver un héritier, quand même pour une belle somme de l'ordre de 15 millions d'euros. Ouais. Et le problème, c'est que l'héritier en question, il est le seul héritier, donc si on ne retrouve pas ce type-là, eh bien, tout le pactole ira grossir les comptes en banque des HCL, puisque c'est la volonté de la défunte. Les hospices catholiques de Le Lyon. problème, c'est que... les hospices civils de Lyon. Civils, pardon. Je développe effectivement pas mal là-dessus, parce que c'est une réalité lyonnaise assez prégnante, quoi. Et donc, ce type-là, en fait, on ne l'a pas vu, on n'a pas vraiment entendu parler de lui depuis 5 années, depuis 5 longues années. En fait, Nacho va s'apercevoir assez rapidement qu'il ne s'agit pas seulement de 5 ans, mais bien de 7 ans. Et là, sans déplorer mon sujet, je vais dire que à une époque de sa vie, cet héritier putatif, suite à un revers de fortune et à un gros chagrin, est devenu SDF. Donc, la difficulté va être de retrouver une cible extrêmement mouvante, qui n'a pas de domicile fixe et qui ne laisse pas beaucoup de traces du point de vue de la société humaine, c'est-à-dire qu'il n'a pas de
facture d'électricité, il reçoit pas il a pas de, bon, a priori, il n'a pas de téléphone portable, ce qui reste quand même à démontrer, parce qu'aujourd'hui, tous les SDF ont des téléphones portables, je dirais peut-être à 90%, quoi. Ouais. Mais enfin, donc, c'est une enquête extrêmement difficile qu'on lui confie, mais curieusement, on lui donne quand même, pour qu'il accepte sa mission, eh bien, on lui donne quand même la bagatelle de 30 000 euros. Ouais, une Et belle ça, somme. ça lui met la puce à l'oreille quand même. Et pour tout dire, eh bien, tout n'est pas clair dans cette histoire. Et tout n'est pas clair dans sa mission non plus. Ouais. Et donc, il va devoir rechercher un héritier et puis comprendre pourquoi on lui a confié à lui une mission, certes aussi difficile, mais quand même extrêmement bien payée. Calade. 100.9. Et la personne qui lui donne la mission insiste pour qu'il la suive jusqu'au bout, même si pendant des mois, il se passe pas grand-chose, parce que la mission est très difficile. C'est-à-dire qu'il va parcourir les rues de Lyon, et là, on découvre tout le monde des sans-abri, qui concerne quand même une grande partie de la population lyonnaise. On sait que à Lyon, de l'ordre de 17% de gens vivent sous le seuil de pauvreté quand même. Pardon, 7%, je dis pas 17%, oui. 7%. Donc c'est énorme, hein. Ouais. Ça fait des dizaines de milliers de personnes. Et donc ces gens-là fréquentent les banques alimentaires, fréquentent pour certains les soupes populaires, vont coucher ici, vont coucher là, recevoir un repas chaud. Il y a des maraudes qui sont organisées par des personnes bienveillantes dans les rues de Lyon, etc. Et tout ça, on va voir un petit peu le moineau, donc, comme j'ai pu le faire moi-même, aller observer les maraudes, observer les gens, observer les sans-abri. Ouais, c'est extrêmement... Il y a une sorte je dirais pas que je fais œuvre journalistique, parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais la toile de fond de tout ça est quand même infiniment réaliste, quoi. Ouais, on le sent, c'est documenté, et puis... dans tout le livre, quand on arrive quelque part, on a le nom de la rue, on sait où on est, donc on pourrait suivre l'aventure du moineau, se faire une balade à Lyon complètement. et suivre l'aventure du moineau pendant une après-midi. Ça ferait marcher pas mal quand même. Oui, c'est vrai. Oh là là, oui. C'est super bien documenté. Ouais. Vous avez, pour ce sujet-là, des sans-abri, vous êtes allé sur le terrain pour rencontrer les associations, je suis allé sur le terrain, mais oui, je suis allé sur le terrain, oui. Et j'ai pas fait comme un de mes personnages. Je me suis pas intégré à la population mouvante, disons, que représente les sans-abri, mais quand même, oui, j'ai fait beaucoup de recherches. Oui, je suis allé, à un moment... il y a une bagagerie pour les sans-abri, et j'y suis vraiment allé, quoi. Et puis, c'est-à-dire que j'aime bien quand je il n'y a pas que les bagageries, mais il y a d'autres structures d'accueil. J'ai fait un petit peu partout. Comme j'ai pu, par exemple, documenter la maison de retraite où se trouvait la défunte, et avec tout le tissu social qui existe. Comme j'ai pu aussi aller à la brasserie Masséna observer les 400 horloges, c'est quand même un haut lieu de Lyon pour ça, ça existe vraiment, c'est-à-dire qu'il y a 400 horloges dans cette brasserie où j'ai été très très bien reçu. Je leur ai donné un exemplaire du roman la semaine dernière, ils étaient contents comme tout. Et donc tous ces gens-là, pour les remercier, j'essaie de leur donner un bouquin ou quoi que ce soit, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut se documenter, parce que sinon il faut que c'est un éclat de vérité, quoi. Ouais, donner du réalisme. En tout cas, on se balade dans Lyon, on fait un petit tour dans le Beaujolais à un moment du côté de Montmelat. Oui, tout à fait. Et il y a un petit peu de frisson. Il me semblait que dans les premières aventures du moineau, il y avait de la légèreté, et il y avait des morts, etc. Mais le moineau s'en sortait toujours bien, et là, on a un petit peu peur pour lui parfois. Vous avez eu envie de corser les choses pour votre personnage ?
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que de la même manière qu'il est passé de l'adultère au crime de sang, le moineau se professionnalise en quelque sorte, c'est-à-dire que en recevant des coups, eh bien, il apprend, l'expérience aidant, et il devient. Le moineau a déjà un peu évolué, quoi. C'est-à-dire en 4 enquêtes, on le voit déjà beaucoup plus déterminé. Bref, il a pris une peau un petit peu plus dure quand même au fil du temps. Ouais, je souhaitais cette évolution du moineau parce qu'elle est nécessaire. On peut pas passer comme ça d'une première à une deuxième enquête sans que la deuxième enquête ne reflète un peu de l'expérience qu'on a acquise sur la première enquête. Il va lui arriver d'autres aventures au moineau. Est-ce que vous réfléchissez déjà à la suite? Oui. Le 5e moineau est en gestation. Donc là, c'est un processus qui est plus long que l'écriture pour moi. C'est un processus qui peut prendre jusqu'à 1 an, quoi. Avant de commencer à écrire? Avant de commencer à écrire, c'est-à-dire que je développe une trame assez serrée, quoi. C'est-à-dire que je ne veux pas m'écarter de ma trame. Si je sens que ma trame est bonne et que les rebondissements arrivent au bon moment, ça veut dire que je tiens quelque chose. Et quand j'aurai terminé cette trame, eh bien, je pourrai commencer à écrire. Il peut m'arriver un chapitre comme ça de choses que j'ai envie de dire et d'écrire, mais malgré tout, je ne démarre vraiment jamais avant d'avoir ma trame intégrale. D'accord. Bon, en attendant que la trame soit terminée, on peut lire et relire les 4 premiers tomes du Moineau de Bellecour, et donc Boleg aux éditions Bolet, aux éditions Virbérel. On le trouve un petit peu partout à Lyon et dans le Beaujolais, dans les librairies. Partout, oui. Et on peut le trouver en ligne aussi. Il suffit s'il n'est pas en rayon, parce qu'il n'est pas forcément, évidemment, il suffit de le demander. Et puis, vous pouvez aller aussi sur le site Virbérel et le commander avec 0 € de frais de port. Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous pour nous parler de ce livre. Merci beaucoup, Mathieu. À très bientôt. À très bientôt, Mathieu. Au revoir. Calade. La Méridienne.